Politique, bonjour, bienvenue sur i24 News. Au menu de votre émission cette semaine au Proche-Orient, le processus de paix est-il en danger? Avec vous, Christian Mallard, bonjour. Bonjour, pas le moindre indice de paix, d'espoir de paix à l'horizon. On va en parler avec vous dans quelques instants. En France, l'affaire des écoutes Sarkozy devient l'affaire Taubira. François Hollande peut-il se sortir de cette situation? Michaël Darmon, bonjour. Bonjour, c'est le gouvernement. La vérité, si je peux. Ah, on va voir ça tout de suite avec vous. Tout est politique, donc tout de suite, l'affaire des écoutes. Christiane Taubira, la garde des Sceaux, a-t-elle menti? La ministre avait déclaré en début de semaine sur TF1 qu'elle n'était pas au courant que Nicolas Sarkozy, son avocat, était écouté. Dans la foulée, le lendemain, Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, reconnaît, lui, que l'exécutif était au courant de la procédure de mise en écoute depuis le 26 février dernier. On a donc une garde des Sceaux désavouée par son Premier ministre, mais il y a cette erreur de communication majeure. Lors d'un point presse, elle brandit un document pour prouver sa bonne foi. Regardez. Manifestement, il y a une affaire, une seule affaire, l'affaire du siècle, la garde des Sceaux aurait menti. Voilà. Donc je suppose que ça va être la première question, donc je me la pose moi-même et je vous apporte très volontiers la réponse. Non, je n'ai pas menti. Et j'ai bien entendu que depuis quelques jours et essentiellement depuis 24 heures, des parangons de vertu et de justice demandent ma démission. Alors je leur réponds aussi tout de suite, non, je ne démissionne pas. Alors, Michaël, les journalistes ont zoomé sur le document en question et apparemment, on apprend des choses. Oui, parce que d'ailleurs, il faudra retrouver un jour le conseiller qui a évité de regarder ce que la garde des Sceaux allait brandir. En zoomant effectivement sur le texte qu'elle brandit, on s'aperçoit tout simplement qu'à l'intérieur, il y a la contradiction de ses propres propos, puisqu'elle disait « Je n'étais pas au courant de la date des écoutes quand elles ont commencé, c'est marqué donc dans la lettre. Je n'étais pas au courant de leur contenu, c'est marqué dans la lettre. Et je ne suis pas informé. » La procureure termine la lettre en disant bien évidemment je vous tiendrai informé par téléphone. Mensonge d'État. On voit bien que, en tout cas, c'est un mensonge au sommet de l'État, mais c'est surtout une forme d'incompétence rare. On est au-delà de la gauche et de la droite. C'est entre professionnels et amateurs que ça se joue. Encore plus. Cette équipe... Incompétent, amateurisme, incompétence. La garde des Sceaux montre là, effectivement, comment elle restera finalement le symbole des années couacs du mandat Hollande, parce que là, on voit bien que c'est tout simplement une équipe qui ne sait pas travailler et qui le montre dans la gestion de cette crise qui est du pain béni pour la droite, alors que ça démarrait par une affaire concernant Nicolas Sarkozy. Alors aujourd'hui, on est à quelques semaines, à 2 semaines des municipales. Est-ce qu'elle peut démissionner? Comment peut faire Hollande dans cette affaire? Oui, voilà. Est-ce que la droite peut sortir des affaires dans lesquelles elle était quand même engluée, et puis sérieusement? Alors ça, c'est deux questions. Est-ce que vous pouvez d'abord répondre? Et puis on verra si le standard aussi a une question. Simplement, ce qui est intéressant, c'est que démissionner, on a déjà vu l'astuce, on a entendu la rumeur, elle a présenté sa démission, ou elle aurait présenté sa démission, et le président l'a refusée. Bon, c'est l'astuce habituelle, démission présentée, refusée, c'est un peu comme le banquier qui vous accorde encore un découvert avant de vous couper les vivres, parce qu'évidemment, après, ça va se gérer au cours du remaniement qui est prévu pour le lendemain des élections municipales. On peut pas, ça se fait pas de faire un remaniement avant les municipales? Sinon, à vouloir encore un peu plus déstabiliser l'électorat de gauche, qui déjà n'est pas dans de très très bonnes intentions à l'égard de l'équipe en place, il faudrait essayer d'éviter au moins de s'abstenir, au moins de faire une crise à une crise. Donc globalement, rien ne devrait arriver avant les élections. Est-ce que Taubira sera dans le prochain gouvernement après remaniement? Est-ce qu'on peut penser qu'elle sauve sa peau, entre guillemets, sa peau politiquement? En fait, elle était déjà prévue depuis quelque temps pour sortir du gouvernement, parce qu'elle avait aussi fait savoir qu'elle voulait passer à autre chose. Et après le vote de la loi, donc, passer à quoi du mariage pour tous, très certainement continuer sa vie de manière différente, je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle était, il y a encore un an de cela à peine, l'icône du mariage pour tous. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, elle est le symbole du ratage pour tous. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien que... Et du mensonge, je ne sais pas s'il est pour tous, mais en tout cas la concernant. Et donc, du coup, elle cristallise cette incapacité aujourd'hui d'une équipe à travailler normalement. C'est surtout ça. C'est même pas la droite est mauvaise, la gauche est bonne. C'est juste l'équipe ne sait pas travailler. C'est un peu le boulet du gouvernement aujourd'hui. Elle est
au fond, une vitrine politique qui a été portée sur le plan symbolique. Mais en réalité, il faut savoir aussi que le monde de la justice est à feu et à sang. Elle a eu 7 départs en 2 ans au sein de son cabinet. On dirait que c'est un peu une habitude. Je me souviens quand Rachida Dati était aussi garde des Sceaux, elle avait eu aussi plein de départs. On dirait que les magistrats, on dirait que le monde de la justice a du mal avec leur c'est-à-dire que c'est pas tant que la justice a du mal avec son ministre, c'est que lorsqu'on place quelqu'un qui a un rôle politique autre que celui qui est tourné vers la justice, c'est-à-dire de jouer un rôle d'icône, un rôle de symbolique politique, de représentation. Vous savez, on va dire les choses comme elles sont. Oui. François Hollande n'avait pas très envie de prendre Christiane Taubira au sein du gouvernement, mais les contraintes de formation d'un gouvernement avec tous les équilibres de parité qu'il faut donc intégrer, eh bien, elle s'est retrouvée à ce poste-là. Et effectivement, avec le résultat que l'on voit. Michael, je voudrais faire un peu de prospective politique. Il y a les municipales qui arrivent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le sentiment que le grand parti qui va gagner, ça va être le parti de l'abstention? Parce que quand les Français regardent les affaires à droite, les affaires à gauche, ils pensent que les politiques ne sont plus crédibles. Vous avez une dimension locale. Indépendamment de la lecture nationale qui sera faite au soir du premier tour, par exemple, on comptera les voix que réalise chaque parti sur l'ensemble du pays. Mais vous avez aussi une lecture locale. Si on prend l'exemple, par exemple, de Corbeil, où il y a également donc, beaucoup d'affaires qui concernent l'équipe sortante, eh bien, les sondages donnent le maire UMP gagnant. Pourquoi? Parce que vous avez un report entre les 2 tours d'une partie de l'électorat socialiste qui ira sur le maire sortant UMP. Pourquoi? Parce que c'est la dimension locale et personnelle. Donc, il y aura effectivement une lecture nationale, un impact national, mais à mon sens assez limité. Mais le déterminant, il est local. Mais qui peut profiter quand même à l'extrême droite, comme on le dit souvent. On le verra, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que l'extrême droite, parlons-en juste 30 secondes, parce que c'est intéressant, on ne parle que des 500 listes et quelques présentées par le Front National. Mais ce qu'il faut aussi regarder, c'est les 35 000 communes où l'électorat du Front National n'est pas représenté en liste. Et c'est surtout là que ce serait important. Que va faire l'électorat Front National dans les villes où il n'est pas représenté en liste municipale? Et c'est la majorité. Il va brouiller les cartes. C'est la majorité. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Donc ça participera de la lecture nationale, mais il faut bien voir que tout ce à quoi on assiste en ce moment, les affaires à droite, à gauche, et encore, on voit bien une nouvelle enquête lancée sur le financement de l'UMP, participent en réalité du combat pour la présidentielle et pour la prise du pouvoir ou le maintien du pouvoir. Dernière question, Manuel Valls dans cette affaire. Manuel Valls, il a choisi d'investir un nouveau personnage, assez rare pour le ministre de l'Intérieur français. C'est celui qui ne sait pas. Il préfère le faire parce qu'il préfère montrer une rupture. Alors, il se moque de nous pas, on verra bien. En tout cas, ce qui est intéressant, moi, ce que je regarde, c'est le choix politique qui est fait et la fréquence politique que Manuel Valls veut aujourd'hui occuper. Il veut envoyer un signal de rupture dans la pratique politique et en disant justement, il peut arriver qu'un ministre de l'Intérieur, aujourd'hui, découvre des choses dans la presse parce que j'ai des coupes-circuits qui font que les choses ne remontent pas. Crédible ou pas, ce qui est intéressant, c'est de constater qu'il y a là un positionnement politique nouveau. Il est dans une nouvelle stratégie. Tout est politique. Tout de suite, on part au Proche-Orient. Encore cette semaine, le cycle des frappes entre Tsahal et les brigades du Hamas ont continué. Des espoirs en miettes concernant le processus de paix. Où en sommes-nous? Des éléments de réponse avec David Neyman. 9 mois, un terme prévu à l'avance et une issue inconnue. Depuis juillet dernier, telle une gestation, l'actuel round de pourparlers israélo-palestinien porte en lui son lot d'espoir et d'inquiétude. D'ici au 29 avril, il faut aboutir à un accord cadre en vue d'un règlement définitif auquel plus grand monde ne semble croire. Nous travaillons avec une grande intensité et des objectifs sérieux pour tenter de résoudre enfin ce conflit qui n'a que trop duré. Déjà 7 mois de va-et-vient, d'intenses labeurs du secrétaire d'État américain. Frontières, sécurité, implantation, réfugiés et l'épineux statut de Jérusalem. Pour l'heure, la récolte est maigre, mais Washington est déterminé et exige des gestes difficiles du gouvernement Netanyahou. Nous avons démantelé des implantations entières et relâché des centaines de terroristes, y compris des douzaines ces derniers mois. Des actes concrets, en échange du symbolique, la reconnaissance par Ramallah du caractère juif de l'État d'Israël. Refus catégorique jusqu'ici de Mahmoud Abbas et du Fatah. L'accouchement pourrait prendre du retard et l'idée de 2 États pour 2 peuples avortée.
Christian, Obama a reçu Benjamin Netanyahou le 3 mars. Il va recevoir dans quelques jours Mahmoud Abbas. Il y a un espoir ou pas? Non, ça va être 9 mois d'une paix avortée. Soyons sérieux. Il n'y a pas d'indice, je vous le disais tout à l'heure, d'espoir de paix à l'horizon. Vous avez un Mahmoud Abbas qui va être à la Maison-Blanche le 17 mars prochain et qui ne veut pas reconnaître le droit à l'existence d'un État juif d'Israël. Et qui est soutenu, on en est encore là. Et qui est soutenu par le Fatah. On a toujours pensé que le Fatah et Mahmoud Abbas étaient, entre guillemets, des modérés. Mais finalement, ils ne sont pas mieux que le Hamas qui refuse le droit à l'existence d'Israël. Alors quand vous voyez ça, le Hamas qui refuse le droit à l'existence d'Israël, Mahmoud Abbas qui ne joue plus le jeu, vous avez aussi cet arraisonnement, là, récemment, au large des côtes d'Israël, de ce cargo qui livrait des armes irano-syriennes à Gaza, au Hamas. Attendez, comment voulez-vous qu'on ait la paix avec des gens qui ne veulent pas reconnaître le droit à l'existence d'Israël? Je me fais l'avocat d'Israël pour ça, parce que franchement... à côté de ça, on a un Benjamin Netanyahou, on a l'impression qu'il laisse perdurer les négociations. On dirait que ça l'arrange, que ces négociations durent. Disons peut-être qu'il a le tort de vouloir poursuivre parfois là, quand même la politique de colonisation, qui est un peu une provocation aux yeux des Palestiniens, mais là n'est pas le problème majeur. Le problème majeur, c'est que, encore une fois, je le répète, je ne cesse de le dire, il n'y a pas la volonté politique et le courage politique au rendez-vous pour aller de l'avant. Mais en même temps, mais tout ça est encore un jeu de rôle. Ça fait plusieurs mois qu'on a dit sur ce plateau ici entre nous que personne ne pouvait miser un shekel, un kopek ou un dollar sur ce processus de paix dont on sait qu'il n'est qu'un jeu de rôle et un théâtre d'ombre. Oui, mais attendez, vous étiez plus optimiste. Regardez aujourd'hui, vous êtes j'étais jamais optimiste. J'ai jamais été optimiste sur le processus de paix. Vous êtes rarement optimiste. Mais non, pas là-dessus. Non, mais c'était justement assez rare pour être souligné. Mais justement, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on voit bien, une fois que les déclarations sont faites, qui veut vraiment rayer ou peut rayer vraiment Israël de la carte. Restons réalistes. Mais c'est évident. Mais pas du tout. Non. L'Iran, elle veut la bombe nucléaire. L'Iran comme arme de dissuasion. Ils ne toucheront pas Israël. Mais dans la région, les Iraniens. Mais dans la région, il y a une chose qui est connue. C'est que Israël est une puissance nucléaire. Oui. Donc on ne touche pas. Mais on fait des déclarations pour la presse. On ne touchera pas Israël. Mais les Iraniens veulent la bombe pour effet de dissuasion, comme arme de dissuasion. Ils n'oseront pas toucher Israël. Parce que s'ils le font, ils sont morts. Et vous savez, la livraison des armes, effectivement, donc irano-syriennes, c'est fait pour provoquer l'Égypte. Parce que tout simplement, on n'est pas content dans la région, notamment les Syriens et les Iraniens, de voir que les Égyptiens font le travail des Israéliens en empêchant les armes d'entrer à Gaza. Je note encore une fois de plus aujourd'hui que l'Amérique n'est pas à l'heure des... Mais elle n'a pas envie. Elle a fini. Et on laisse l'Iran, M. Poutine, la Syrie, l'Irak continuer de l'avant. Et encore une fois, au détriment des intérêts d'Israël et des intérêts de l'Occident. Voilà. Donc Christian Mahler, vous êtes très pessimiste concernant cette paix au Proche-Orient. Affirmatif. On passe tout de suite aux images de la semaine. Votre image de la semaine, on reste avec vous, Christian, c'est en Corée du Nord et c'est Kim Jong-un, 100% de participation, 100% de oui, candidat unique aux élections. Écoutez, moi je trouve que c'est un bel exemple à suivre pour les candidats aux municipales en France, qu'ils soient de gauche, de droite ou des extrêmes. Donc candidat, c'est ça, la démocratie. C'est fabuleux, 100% à l'échelle de sa localité et 99% quand même, je précise, pas 100%, à l'échelle nationale. Moi je trouve que c'est formidable, un bel exemple à suivre, moi je trouve. C'est ça la démocratie. Michael, vous avez choisi Nicolas Sarkozy. Sans transition. Qui est en pleine tourmente, est allé à Nice il y a quelques jours en compagnie de Bernadette Chirac pour inaugurer l'Institut Claude Pompidou, un institut dédié à la maladie d'Alzheimer. Et d'ailleurs, on va l'écouter, Nicolas Sarkozy. Claude Pompidou, personne ne l'a oublié. Personne n'a oublié Georges Pompidou. Et personne n'a oublié Claude. Non pas parce qu'elle était première dame, je ne sais pas ce que ça signifie exactement, mais parce que sa personnalité... Non. Je ne rentre dans aucune polémique, vous l'avez bien compris. On est en plein sarco-chose. Michael, ça tombait à pic. Oui, une fois de plus, là, on va dire que la baraka, c'est de la bonne gestion. En réalité, ça tombe au moment, ce déplacement sur Alzheimer avec Claude Chirac tombe au plein moment où il est dans la polémique des écoutes et où les avocats ont commencé à décider donc de le défendre parce qu'ils trouvent que les juges sont allés trop loin. Donc lui, avocat il est tout bord, hein. Tout bord et même certains même virulements anti-Sarkozy à l'époque. Donc lui, il est tranquille, il est protégé par la bulle des avocats qui a
ce moment-là commencer leur fronde avant que ça devienne une affaire d'État. Et il peut aller tranquillement faire donc l'humour, le retrait, la distance, continuer ses voyages. Il est parti à Abu Dhabi ces jours-ci pour tout simplement montrer que, eh bien, s'il sait parfaitement que la guerre est déclarée, à l'intérieur de son camp et à l'extérieur de son camp, il veut continuer à adopter son attitude. Il n'y a rien à voir. Mais il est quand même anormalement détendu avec tout ce qui se passe. Le monde est... En ce moment, la France est en émoi autour de lui. Je ne suis pas sûr quand même qu'il soit aussi détendu que ça. En tout cas, là, ce qui se passe est à son avantage. Il ne faut pas oublier que tout est parti. Il retourne l'affaire. Tout est quand même parti d'une polémique. Non, ça ne vient pas de lui. Ça vient tout simplement. Ça vient du fait qu'autour de lui, on a su travailler. On a bien travaillé. La pétition sur les avocats est partie très vite et a redéployé l'affaire. Et puis après, le gouvernement a fait les cadeaux. Mais qui est parti de la pétition des avocats? Ça vient de qui, ça? Normalement, d'après ce que j'ai compris, elle est partie de l'avocat de Maître Spinner. Qui a donc organisé les pénalistes qui, tout de suite, quel que soit leur bord politique, ont décidé donc de répondre et donc du coup de déployer une sorte de bouclier antimissile pour Nicolas Sarkozy. Francis Spinner. Non, mais Francis Spinner était à la pointe du combat. On l'a vu, c'est vrai, Michael a raison, c'est lui qu'on avait en premier. Merci messieurs, bonne semaine à vous. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Tout est politique.